Bonjour à tous, c'est un honneur d'être ici, vraiment un honneur de faire partie de cet événement. Je suis très heureuse de constater que l'on accorde tant de place aux patients dans l'ordre du jour d'aujourd'hui. Comme Terry le disait, aujourd'hui, nous entendrons parler de défis et de pensées innovantes qui sont nécessaires pour transformer le système qui est très focalisé à l'heure actuelle sur les soins actifs afin qu'on ait un système davantage axé sur les patients et plus efficace. J'estime que l'équilibre entre les coûts grandissants et la demande grandissante n'est possible qu'avec le concours de votre leadership courageux et grâce à des politiques renouvelées et des programmes renouvelés. Nous savons tous que trop de décisions de financement de la santé sont impulsées par la politique et l'opinion publique. Comme pays, il est temps que nous bâtissions un système de soins qui soit fondé sur des données concrètes, probantes, d'origine médicale et l'expérience des patients. Voici quelques données concrètes pour vous aujourd'hui. Un Canadien sur 5 aura une maladie mentale au cours de sa vie. L'angoisse et la dépression sont parmi les 5 premières raisons de visite chez le médecin. La santé mentale est une des causes les plus importantes d'invalidité et de décès. L'invalidité mentale coûte 51 milliards de dollars tous les ans en santé et en faible productivité. Et l'Organisation mondiale de la santé nous dit que globalement, d'ici 2020, la dépression sera le fardeau médical le plus important. 2020, c'est très bientôt. Est-on prêt à faire face à ce fardeau? Souffrir d'une maladie mentale, c'est une lutte de tous les jours. C'est comme dire que vous avez une maladie contagieuse, une qui est préjudiciable, mécomprise, targuée de mythes et de honte. Ce matin, j'aimerais vous présenter une femme qui est passée de leader reconnu dans sa communauté et dans sa nation à une femme couverte de honte, incapable de prononcer son nom tout haut en raison des préjudices associés à la maladie mentale. Depuis son plus jeune âge, cette femme était une membre de la société productive. Elle était une conférencière reconnue. Elle était représentante de la jeunesse canadienne lors du rapatriement de la Constitution. Elle était athlète pour représenter le Canada dans 3 sports. C'était une femme qui a remporté des prix. Elle a même fait un Ironman ou même plusieurs. Elle a été meilleure étudiante de l'Université Queen's, entraîneur et la mère d'une magnifique jeune fille. Cependant, dans notre société, où il est plus facile de se défiler que de présenter la vérité, elle avait une image parfaite à l'extérieur, alors que de l'intérieur, elle était en détresse. Elle cachait sa détresse si profondément que ses amis ont été tout à fait choqués d'apprendre qu'elle avait fait 3 tentatives de suicide. Non seulement cela s'est-il soldé par d'énormes coûts médicaux, mais également un coût social énorme, car pendant une décennie, elle n'a pas pu s'adonner à ses activités de leader. Martin Luther King disait « Notre vie commence sa fin lorsqu'on se tait sur les choses qui importent. » Aujourd'hui, j'ai décidé de raconter l'histoire de cette femme pour casser le silence, car c'est moi. Et j'espère qu'en partageant mon expérience, comme je le fais régulièrement dans bien des groupes dont les contextes sont très différents, j'espère qu'en partageant mon histoire, je pourrai donner lieu à ce débat ouvert afin que l'on reconnaisse les données probantes qui nous indiquent qu'il faut intégrer les soins de santé mentale à tous les éléments du continuum de soins. Malheureusement, un grand nombre d'entre nous avons des regrets cachés, des traumatismes, de la souffrance qui créent
un fardeau sur nous et mettent au défi notre corps comme notre esprit. Le magazine Walrus, d'ailleurs, ce mois-ci, nous disait que la maladie mentale, c'est devenu la nouvelle normalité. Mais l'expérience du patient dans le cadre du système actuel n'est pas du tout alignée avec cette nouvelle norme ou avec les données probantes médicales. Moi, je suis atteinte du syndrome du traumatisme et c'est en raison de la violence conjugale. Et je ne suis pas arrivée à faire face au fait que dans ma magnifique maison de banlieue, dans ma cage d'or, je vivais dans une situation abusive. Je souffrais et c'est mon mari qui en était responsable. Ma honte m'a maintenue captive pendant 10 ans et j'ai amorcé une période très noire de ma vie. Je n'étais pas morte, mais je n'étais pas véritablement en vie non plus. La discipline que j'avais comme athlète et comme universitaire ne me protégeait plus des flashbacks et des cauchemars. Et cela a commencé à me hanter et me retraumatiser. En dépit de l'alarme de police que je portais 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, j'ai commencé à hyperventiler. Je me retournais toujours pour regarder qui me suivait. J'étais animée par la méfiance et je craignais tout le monde et toute chose. Je sursautais à tout moment et je me suis cachée pendant 2 ans. Et ma vie s'est terminée. Ma vie publique, ma carrière s'est terminée. J'ai perdu ma maison. Ma fille et moi vivions dans la peur, car mon mari nous trouvait partout où on se cachait. Je n'y arrivais plus, je n'arrivais plus à dormir ni à manger. Et j'ai décidé que ma vie était finie. Alors j'ai essayé d'y mettre fin, moi-même. Heureusement, je n'ai pas réussi. Et j'ai été reconnaissante de vivre cette expérience et de vivre l'expérience des soins en hôpitaux. Quelque temps après cette période très sombre, j'ai commencé à avoir des convulsions de type grand mal, convulsions généralisées, et j'ai eu besoin de soins neurologiques, d'investigations neurologiques. Malheureusement, en raison de mon passé psychiatrique, cela a influé la façon dont on me traitait. À chaque fois que je rentrais aux urgences, on mettait un garde de sécurité au bout de mon lit. Quelqu'un qui souffre de SSPT, quelqu'un qui a eu des convulsions, qui n'est pas consciente pendant jusqu'à 1 heure et se réveille et qu'un garde de sécurité est au bout de son lit, c'est très traumatisant. Qui plus est, un des neurologues qui me traitait en soins primaires était assez certain que j'inventais ces convulsions pour obtenir de l'attention. Ce n'est qu'après que mon compagnon a pu montrer, grâce à des vidéos, qu'il s'agissait véritablement de convulsions épileptiques, que ce n'était pas un problème psychiatrique, c'était un problème physiologique. Je partage mon expérience personnelle avec vous aujourd'hui dans l'espoir qu'aucun autre patient n'aura à vivre ces jugements, ces critiques qui ont véritablement influé sur la façon dont on me traitait. Et ce qui est malheureux dans mon histoire, c'est que ma fille de 17 ans, a aussi fait l'objet de sévices. Et récemment, nous avons dû aller à l'hôpital. Et c'est ce qui m'impulse à défendre les droits des patients. J'ai reçu un coup de fil, tandis que j'étais au travail, le 24 septembre dernier, de la part de l'école secondaire de ma fille. Elle était absente. Elle avait écrit une note suicidaire sur la porte d'un cabinet de toilette. Ça couvrait toute la porte. Elle est arrivée à l'école. Je suis arrivée à l'école. La police y était pour la trouver. On l'a enfin trouvée plus tard dans la journée. Elle a été emmenée à l'hôpital pour enfants, où elle a été surveillée
par des policiers car elle y a été emmenée de force. Nous avons été interviewés par un travailleur social dans l'unité psychiatrique d'urgence et ma fille est une victime classique de sévices. Tout son corps était couvert de coupures. Elle est anorexique, elle pèse 100 livres et mesure 6 pieds. Elle a pris des médicaments très, très puissants et de la drogue, kétamine, qui est un tranquillisant pour chevaux, de la cocaïne, 40 onces de Jack Daniels et bien d'autres produits chimiques. Elle voulait mourir. Et elle avait des difficultés avec la police parce qu'elle était très agressive. Et tout ça est un symptôme de sa souffrance. Un travailleur social, ce jour-là, a dit que rien de cela n'était un problème de santé mentale et que ma fille essayait tout simplement d'obtenir de l'attention. Qui plus est, on m'a dit que moi, je devais arrêter d'être le tampon qui amortissait toujours sa chute. Je devais la laisser s'écraser. En d'autres termes, je devais la laisser mourir, car elle n'avait nulle part d'autre où aller. On n'a pas eu le droit de rencontrer le psychiatre jusqu'à la production du rapport final, et ça a été un congé. Un des policiers m'a dit « Je fais ça tous les jours, et tous les jours, c'est la même chose. » Et il en a pleuré. La réalité, c'est qu'on n'a pas les lits, on n'a pas l'argent. On dit à nos communautés, comme on le fera le 12 février, pendant la journée Bell Let's Talk, racontez votre histoire personnelle, parlez de votre maladie mentale, mais on n'a pas l'infrastructure. Et notre continuum de services ne permet pas des soins préventifs, proactifs pour les gens qui en ont besoin. La plus grosse partie de notre population qui a besoin de ces soins. Alors j'espère qu'aujourd'hui, mon expérience sera perçue comme une parmi tant d'autres. Ça se produit partout au pays, dans toutes les cliniques, dans toutes les écoles, dans tous les bureaux. Nous savons tous que c'est le coût le plus important d'invalidité au travail et c'est une perte énorme de productivité. J'espère qu'aujourd'hui, d'ici la fin de la journée et tout au long de la journée, j'entendrai beaucoup d'idées innovantes sur l'intégration de la santé mentale dans la stratégie nationale de santé pour empêcher la société de dépenser tant sur la santé quand c'est vraiment très simple. Il faut arrêter de faire double emploi, il faut former les médecins pour qu'ils lisent mieux leurs patients. À Harvard, les médecins vont dans les galeries d'art pour apprendre à observer. Il faut voir la santé de manière complètement différente. Et il faut arrêter de cloisonner nos services en fonction de priorités et de discriminer contre ceux qui ont des difficultés mentales. Pas parce qu'on ne s'en soucie pas, mais parce qu'on n'a pas de réponse. Donc, on craint de l'admettre. Et au final, à la fin de la journée, j'espère que j'aurai entendu vos idées. Je suis très, très ouverte. Je travaille déjà avec CHEO à Ottawa. Alex Munter, qui est le PDG là-bas, m'a invité à travailler avec son unité psychiatrique. Je travaille avec les services de police pour les aider dans leur traitement de la jeunesse. Je travaille avec la Fondation Trillium pour élaborer un outil de dépistage des sévices pour les hôpitaux d'Ottawa. Et je travaille avec les médias pour communiquer, pour dire que nous avons besoin d'argent et il faut faire face à ce fardeau énorme. Merci beaucoup de m'avoir entendu et excellente journée.